Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Marco Pecorari et j'ai commencé, grâce à l'invitation d'Elsa et Julia, à modérer une série de conférences ici autour de l'exposition ici au musée Saint-Laurent. Nous sommes arrivés au troisième événement et nous sommes ici avec Madame Emmanuelle Bouguereau et Monsieur Alain Marché. Et aujourd'hui, on y aborde, après deux conversations. La première, c'était plus sur les rôles des Saint-Laurent dans l'histoire de l'art. La deuxième, c'était une conversation avec la directrice des musées, Elsa Janssen, et Claudia Wieser, qui est l'artiste aussi, est présenté dans l'exposition. Et aujourd'hui, on y passe à milieu de la mode, et à travers la perspective des dessins et la transformation des dessins dans une dimension bidimensionnelle à tridimensionnelle. Et pour faire ça, on y a invité Emmanuelle, merci encore pour accepter l'invitation, qui est conservatrice générale honoraire du patrimoine, et c'était responsable aussi du cabinet des dessins des Beaux-Arts à Paris et pendant une quarantaine d'années, et aussi organisé un nombre d'expositions très numereuses dans la collection de dessins des Beaux-Arts à Paris, à Metropolitan Museum à New York, à Folk Art Museum à Harvard, et la Frick Collection à New York, et aussi au musée de Sydney. Là aussi, est directrice d'études et mérite à l'école pratique des hautes études, et aussi beaucoup de projets, et peut-être on y va parler un peu plus en détail dans la présentation. Et à ma droite, on y a M. Alain, qui est né dans 1953, et son métier, l'été après en formation de lycée technique du vêtement à Paris, a passé à travailler avec M. Saint-Laurent pour plus de 30 ans. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir avec nous, parce qu'on y va un peu à expliquer son travail et aussi à montrer la transformation de ces dessins dans le vêtement. Et on y va partir aujourd'hui avec une présentation d'Emmanuelle, et après on y passe avec M. Alain à une espèce de workshop et des présentations physiques des objets que vous pouvez voir à notre droite. Et je passe la parole à Emmanuelle. Merci encore pour être avec nous et pour votre présentation. Alors, comme vous m'entendez là? Oui? Non. Non. Alors, comme vous l'avez compris, ce soir, on ne va pas évoquer le défilé d'une collection avec tout ce que ça comporte de faste, d'effervescence, de mondanité, de présence de célébrité. Mais on va plutôt évoquer et vous faire découvrir une facette plus inconnue, plus secrète de la préparation d'une telle manifestation, en fait, l'envers du décor, où finalement la production dessinée du Saint-Laurent a un rôle essentiel dans la préparation de ce défilé. En effet, les dessins d'Yves Saint-Laurent vont servir en quelque sorte de lien, de fil conducteur aux premiers et aux premières d'atelier, ainsi qu'aux couturières qui vont mettre en œuvre, qui vont réaliser les projets conçus par Yves Saint-Laurent. Alors cela est possible parce que la production dessinée d'Yves Saint-Laurent est immense et unique dans le monde de la mode. Il faut en effet savoir que le musée, qui est ouvert aujourd'hui, conserve plus de 60 800 dessins, environ 28 000 fiches d'atelier. Je vais revenir sur chacun de ces statuts de dessin. Également 2434 planches de collection et 120 carnets de dessin. Donc vous voyez, c'est un ensemble considérable. On peut se demander pourquoi. Pourquoi? Parce que tout simplement le dessin est au cœur de cette production d'une collection, on va le voir. C'est vraiment un élément essentiel dans la conception d'une collection.
Mais c'est également un élément essentiel parce que très vite, Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé vont prendre conscience de la qualité des dessins d'Yves Saint-Laurent. Et très vite, ils vont se dire, il faut les conserver, il faut les garder. Et donc, cette conscience en quelque sorte patrimoniale fait que très vite, ils vont avoir l'idée d'un musée. Vous allez voir que les dessins portent souvent la notation musée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce musée, est conservé plus de 4 décennies des dessins d'Yves Saint-Laurent, c'est-à-dire de 1962 à 2002. Donc un ensemble exceptionnel, comme on va le découvrir, mais surtout, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est le rôle du dessin dans le processus de création d'une collection. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais, vous voyez tout de suite, ces dessins-là qu'on va vraiment découvrir tout au long de cette présentation, un dessin très synthétique, au trait, vous voyez, et je reviendrai bien sur la manière dont il conçoit ces dessins. Tout d'abord, comme tout artiste, comme un peintre, il y a un lieu. Il y a un lieu où tout se passe. Pour le peintre, c'est l'atelier. Pour Yves Saint-Laurent, c'est le studio que vous pouvez aller admirer tous les jours d'ouverture du musée. Donc c'est un lieu avant tout, et dans ce lieu, Yves Saint-Laurent va se doter d'outils en quelque sorte. Le premier outil, vous l'apercevez à l'arrière-plan, c'est un tableau en liège où il va finalement épingler les dessins qui sont en cours lors de la création d'une collection. Ensuite, c'est une table, regardez, elle est très simple cette table, une table à tréteaux où il va petit à petit concevoir ses dessins au fur et à mesure du travail. C'est aussi ce bâton vulgaire, mais ça s'appelle la badine, qui est en fait cette badine qui vient de Dior, puisqu'il va la garder précieusement toute sa vie. Et cette badine, il l'a bien sûr découverte quand il a travaillé dans la maison Dior de 1955 à 1960. Et puis, chose essentielle que vous apercevez aussi à l'arrière-plan de la diapositive, c'est ce grand miroir qui joue un rôle essentiel dans la progression de la confection de ces vêtements, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, quelques outils dans ce studio qui vont être essentiels dans le travail d'Yves Saint-Laurent. Mais maintenant, revenons un peu au processus. Comment ça démarre? Ça démarre tout simplement dans le studio. Il demande... Pardon? Il demande donc à ses mannequins de descendre, vêtus très simplement d'une culotte, d'un collant noir et d'escarpins, et il leur demande de déambuler dans l'espace, dans ce studio, en prenant des poses, des attitudes qui vont être pour lui des premières sources d'inspiration pour concevoir ses modèles. Vous voyez là, vous apercevez Yves Saint-Laurent sur sa table à tréteaux en train de concevoir ses premiers modèles. Deuxième étape, une étape qui se déroule donc à Marrakech, et cette étape, elle a lieu 2 fois par an, au moment des 2 collections annuelles, au mois donc de décembre et de juin. Il faut qu'il s'en aille de Paris. Il y a trop d'incitations mondaines, il y a trop de soirées qui se terminent tard, qui ne sont pas favorables à une bonne concentration et une sérénité. Il va donc partir pendant une quinzaine de jours, s'isoler, se concentrer, et puis aussi la lumière méditerranéenne, puisque avec Pierre Bergé, ils ont acquis une maison à partir de 1966. Ils vont y être très, très attachés, et donc c'est là où il va produire environ une centaine de dessins pendant ces 15 jours d'isolement, en quelque sorte. Il revient à Paris, et là, on dit que la maison entre en collection pour environ 1 mois et demi. Que se passe-t-il? Tout de suite, et là ça va être vraiment, ça a un caractère fusionnel, toute l'équipe
va travailler ensemble dans ce studio, où vous apercevez cette femme, à l'arrière-plan, qui est Anne-Marie Munoz, et qui est la directrice du studio, et qui va bien sûr jouer un rôle essentiel dans toute l'organisation de la collection. Vous apercevez Pierre Berger à votre droite, et Yves Saint-Laurent qui commence donc à étaler les premiers croquis dans le studio. Vous apercevez là ces premiers croquis qui vous frappent également par ce côté très modeste, dans quelque sorte, mais très simple, mais extrêmement synthétique. Toujours, vous voyez, où la ligne, le trait est essentiel. On peut supposer que ces dessins sont faits avec une certaine rapidité, mais, comme on le verra, où l'essentiel est toujours parfaitement indiqué. Alors ces dessins, ils vont être étalés non seulement sur cette table à tréteaux, mais aussi sur le sol, et c'est l'occasion là d'une grande discussion avec les premières et les premiers d'atelier qui descendent et qui commencent à regarder bien sûr les dessins produits. S'engage alors une très grande discussion entre le maître, comme tous les premiers et les premières d'atelier appelleront Yves Saint-Laurent, alors que Yves Saint-Laurent les appelle, et vous le voyez sur ce dessin, par leur prénom. Là, tout de suite, il y a une distance qui s'établit entre le couturier et les premières et les premiers d'atelier. Donc, la discussion s'engage à l'occasion d'une taille qu'il faut rétrécir, d'une tombée d'épaule. Bref, après cette discussion et un choix de dessins qui est effectué, certains dessins sont abandonnés, mais gardés, d'autres sont choisis par les premières et les premiers d'atelier, et ils vont regagner leur atelier pour commencer à travailler. Mais ils ne partent pas avec les originaux. Les originaux ne quittent jamais l'atelier. C'est donc des illustratrices qui sont dans le studio, qui vont réaliser des copies avec lesquelles les premières et les premiers d'atelier vont regagner leur lieu de travail. Et que se passe-t-il? Donc, une fois dans l'atelier, ils vont réfléchir à leur modèle, les couturières vont s'approprier tel ou tel projet, et on va à ce moment-là réaliser ce qu'on appelle une toile, et vous en avez ici un exemple. Donc la toile, vous voyez que c'est un tissu assez rêche. Le mannequin va endosser cette toile et on reporte soit au fusain, soit avec des éléments de couture, les coutures, les poches, enfin tous les éléments essentiels du vêtement sont apposés donc pour être bien précis. Et la phase suivante, et là c'est essentiel, c'est le mannequin redescend dans le studio, et là, vous voyez qu'Yves Saint-Laurent ne regarde pas le mannequin, mais il regarde le reflet dans la glace. Donc c'est toujours de cette manière, et les premières et les premières d'atelier vont procéder de la même façon, vous allez le voir. C'est donc de cette manière que Yves Saint-Laurent va découvrir son projet, donc sous la forme de cette toile. Donc à partir de là, un travail de nouveau d'équipe se produit, et c'est l'occasion aussi pour Yves Saint-Laurent de se dire, voilà, je vais choisir tel ou tel tissu, puisque comme vous pouvez le voir dans le studio, vous avez un choix de tissus innombrables, et donc on commence à essayer différents types de tissus. Vous voyez que vous apercevez ici Yves Saint-Laurent en train de chercher un imprimé, et vous avez là l'équipe, tout à fait resserrée, avec, vous rendez parfaitement compte qu'ils sont en train de regarder dans le miroir, ils regardent donc le reflet du mannequin dans le miroir. Vous avez Yves Saint-Laurent agenouillé qui est en train d'essayer un tissu, tandis que vous avez le premier d'atelier, qui est là Jean-Pierre et non pas Alain, je crois, qui a aussi été longtemps présent dans la maison Yves Saint-Laurent, et vous avez Anne-Marie Munoz. Tout le monde contemple, tout le monde parle, tout le monde donne son avis pour
rectifier certains éléments du vêtement. Et vous avez là aussi, c'est pour Yves Saint-Laurent une nouvelle source d'inspiration, la présence de ces tissus qui sont apposés devant la toile, et il va réaliser encore à ce moment-là une vingtaine ou une trentaine de dessins qui vont repartir dans les ateliers. Mais, parallèlement à ce travail, un autre travail graphique apparaît, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la fiche d'atelier. C'est-à-dire que c'est une fiche cartonnée, comme vous pouvez le voir, où Yves Saint-Laurent redessine son modèle, et vous voyez qu'à côté de ce dessin figurent énormément d'annotations, et également des échantillons des tissus qui ont été adoptés et choisis pour le costume. Qu'est-ce qui figure sur ces annotations? Ces annotations, vous avez notamment le M dans un rond, vous voyez? Ça veut dire musée. Ça sera apposé ultérieurement quand il y aura l'idée de garder ce patrimoine. Vous avez un numéro, ça correspond au numéro du vêtement qui est choisi. Ensuite, vous avez des prénoms, et c'est toujours très important. C'est les prénoms du premier ou de la première d'atelier, mais aussi du mannequin. Vous avez aussi plein d'éléments qui concernent le tissu. Et enfin, vous avez les accessoires qui seront portés aussi par le mannequin le jour du défilé. Alors, ces fiches d'atelier, elles sont essentielles. Elles sont gardées, elles sont perforées, donc gardées dans un classeur. Et ce classeur ne quittera lui aussi jamais l'atelier. Et je vais vous dire, il est tellement précieux qu'il est surnommé la Bible. Donc vous pouvez imaginer à quel point ces dessins étaient essentiels. Je vous en montre un autre exemple ici, où vous apercevez vraiment le mot musée, qui est apposé ultérieurement, et toujours les mêmes caractéristiques, avec le dessin sur la gauche, et puis toutes ces annotations qui sont essentielles pour ensuite produire le vêtement. Ensuite, une fois que la toile a été réalisée, on remonte dans l'atelier, parce que là, on a choisi, ça y est, c'est adopté. Donc, on remonte dans l'atelier. Vous avez là, vous apercevez Jean-Pierre, qui est un premier d'atelier dans l'atelier tailleur. Je vais revenir aussi sur la distinction des différents ateliers. Et on va commencer à réaliser les patrons. Vous avez là, donc, les couturiers qui sont en train de réaliser les patrons pour ensuite réaliser l'œuvre finale, c'est-à-dire le vêtement. Alors, vous retrouvez, une fois le vêtement réalisé, le mannequin redescend dans le studio et vous voyez parfaitement que Yves Saint-Laurent est en train d'ajuster ce vêtement en regardant dans le miroir. Et là, c'est les derniers ajustements qui se font. Vous voyez de nouveau, tout le monde regarde le miroir. Là, on voit l'effet de dos, qui est tout aussi important pour une robe de soirée. Et vous apercevez là de nouveau le mannequin qui déambule. Il faut bien regarder toutes les faces du vêtement. Et là, chose importante, vous avez M. Alain qui est en train de rectifier encore. C'est vraiment, c'est une période de symbiose. Ils ne se quittent plus pendant 1 mois et demi. On travaille d'arrache-pied, on se donne. Il faut que tout soit parfait, et donc il faut que tout le monde s'exprime. Et vous voyez qu'il est en train de réajuster un élément du vêtement. Et vous voyez parfaitement qu'Yves Saint-Laurent ne regarde pas le mannequin, mais regarde dans le miroir. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne un petit peu au dessin lui-même, qu'on le regarde un petit peu en soi. Tout d'abord, vous voyez ce côté très synthétique. Et pour un néophyte, on se dit, mon Dieu, mais avec ce dessin, qu'est-ce que je vais faire? Et pourtant, toutes les premières et les premiers d'atelier sont unanimes. Vraiment, Yves Saint-Laurent dessine parfaitement et rend compte de tous les éléments importants du vêtement. Tout y est déjà. Les boutons, la taille, les ceintures, tout est déjà parfaitement positionné. Ce qu'il faut voir aussi, je vous indiquais tout à l'heure pour les fiches d'atelier,
les annotations. Regardez comme ces dessins ont servi, sont précieux pour le processus de création. On n'oublierait jamais d'indiquer le nom, là s'il s'agit bien sûr de l'atelier flou, donc on indique la première d'atelier, qui est Catherine, on indique le numéro du vêtement et aussi le nom du mannequin. Ça, ce sont des éléments toujours présents dans les dessins qui nous permettent évidemment de suivre le processus parfaitement. Vous avez là le mannequin qui est en train de défiler. Alors, je vous indiquais à quel point tout est indiqué chez Yves Saint Laurent dès le départ dans des dessins qu'il réalise sans doute très rapidement, hein, toujours au graphite. Hein, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et tout est mis. Regardez les boutons, la lavalière, la ceinture, regardez les poches, regardez le col, la manière dont les épaules tombent, et qui donne l'image tout à fait de la femme que voulait promouvoir Yves Saint Laurent. Tout est déjà parfaitement en place. Vous avez là le mannequin qui est en train de défiler. Vous avez là aussi une robe de soirée. Je voudrais bien vous évoquer qu'il y avait deux ateliers essentiels, l'atelier flou et l'atelier tailleur. L'atelier flou réalise tout ce qui est chemise, robe de soirée. Et donc là aussi, si vous regardez bien ce dessin où Yves Saint Laurent a parfaitement indiqué les attaches, déjà, tout est déjà bien positionné. Il rend compte aussi de la sensualité de la femme, avec, vous voyez, ces très larges décolletés. Mais ce qui est frappant aussi, c'est le choix des tissus. Regardez quand dans un tel dessin, on voit que c'est un dessin que c'est un projet qui correspond à une robe de soirée dans un tissu évidemment très fluide, qui va être de l'organza, qui va être du crêpe, qui va être de la mousseline. Et regardez le vêtement final. Mais si je vous montre ici, donc l'atelier tailleur, où là on va réaliser plutôt des smokings, on va réaliser des tailleurs pantalons, on va réaliser des jumpsuits. Donc vous voyez bien que là, le tissu n'est pas le même. C'est un tissu beaucoup plus raide, beaucoup plus rêche, hein, qui va être de la gabardine, qui va être du drap de laine. Eh bien, Yves Saint Laurent rend compte, à travers ce dessin uniquement au trait, de la texture du tissu. Là, on voit bien quand même le génie, hein, de Yves Saint Laurent dans le domaine du dessin. Et vous avez là l'œuvre, le vêtement final. Je voudrais aussi m'arrêter quelques instants sur les silhouettes qu'il dessine. On a toujours dit qu'il cherchait à promouvoir la femme moderne, où on la voit déambuler dans la rue. C'est pas une femme qui déambule dans la rue, là, vous voyez. C'est évidemment un mannequin. C'est un mannequin qui sait parfaitement marcher lorsqu'elle défile. Hein. Et comment défile-t-elle? Elle a une marche particulière. Le mannequin, il est désinvolte. Il est désinvolte, il a les bras en l'air, il a des déhanchements particuliers, vous voyez, elle courbe sa taille. Et ça, on le sent tout à fait dans les dessins d'Yves Saint Laurent, où il veut rendre compte de cette sensualité, de ces décolletés très larges, de ces dos très ouverts, avec ce type de femme bien particulier, hein, qu'il rend compte dans ses dessins. Voilà, hein, vous voyez très nettement, hein, on ne voit pas dans la rue quand même une femme qui se déhanche à ce moment-là. Hein. Alors, une fois ces dessins réalisés, les vêtements achevés, Yves Saint Laurent va redessiner. Et c'est là ce qu'il y a sans doute de plus émouvant. C'est-à-dire qu'il va réaliser ce qu'on appelle ses planches de collection. Vous voyez là qu'il redessine la silhouette qu'il avait conçue dès le départ. Il va apposer des échantillons de tissu. Il va apposer aussi le numéro du vêtement, le nom du premier de la première d'atelier et, bien sûr, le modèle. Et vous voyez là, ces planches de collection, c'est mieux qu'une photo pour lui, parce qu'il y a tous les plus grands photographes qui vont venir photographier
les modèles. Mais lui préfère garder ce souvenir, il le fera jusqu'à la fin de sa vie, de garder ces planches de collection. Je vous en montre encore un autre exemple, qui sont aussi scrupuleusement gardées au musée aujourd'hui. Donc c'est comme, si vous voulez, une sorte de liber veritatis, hein, de livre de souvenirs, de vérité, qu'il tient donc à refaire à la fin de ce processus de création. Ses talents allaient aussi sur le grand format. Hein. Il aime dessiner. Hein. Si vous vous rappelez la première fois, lorsqu'il est encore chez Dior et qu'il est invité chez Micheline Sandrel en 1960 à la télévision pour parler des vêtements parisiens aux américaines, qu'est-ce qu'il ferait? Il prend un tableau noir et il dessine. Il n'arrive pas avec un modèle. Non, il dessine tout de suite. Il a tout de suite cette énergie et ce goût pour le dessin. Alors maintenant, je vous montre ce que les illustratrices, pour bien que vous remarquiez la différence entre le dessin d'Yves Saint-Laurent, qui est un dessin de conception, et ici, vous avez un dessin de reproduction. C'est-à-dire que une fois le défilé exécuté, il faut vendre. Hein. Et comment on va vendre? Il faut des clientes. Et les clientes, il faut les séduire. Elles ne sont pas toujours venues au défilé. Et donc, on va leur envoyer des dessins. On va faire des magazines. Et là, ce n'est plus Yves Saint-Laurent qui va réaliser les dessins, mais ce sont des illustratrices. Et qu'est-ce qui vous frappe? Elles sont statiques. Il n'y a plus de mouvement. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus de côté synthèse du dessin d'Yves Saint-Laurent. C'est coloré parce qu'elles ne disposent pas des mannequins. Elles ont simplement sur un porte-manteau le vêtement qui a été réalisé et elles en rendent compte de manière très scrupuleuse. Donc je vous montre là 2 exemples de dessins pour bien que vous sentiez la différence entre un dessin d'Yves Saint-Laurent avec tout ce qu'il a d'invention, de dynamique, et ces dessins qui sont très très précieux aussi, qui sont conservés au musée et qui vous permettent de voir comment les modèles ont été diffusés pour évidemment assurer la vente de ces collections. Voilà, mais maintenant je vais donner la parole à un premier d'atelier. Je suis tellement contente que vous soyez parmi nous ce soir. On vous a sorti des armoires ces 2 exemples. Oui. Juste à introduire un peu, je vais juste introduire un peu votre histoire aussi, comme vous êtes arrivé ici à la Maison Saint-Laurent, votre première rencontre. En fait, bon, je suis de formation tailleur pour hommes. Ça m'a beaucoup aidé dans mon métier. Et j'ai travaillé en sortant d'un lycée technique pour les hommes. Voilà. Et je m'ennuyais tellement que mon patron m'a dit, écoutez Alain, il va falloir partir et faire ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire la haute couture. Donc j'y suis arrivé et, coup de chance, on avait besoin d'un premier atelier. Pas d'un premier atelier tout de suite, mais quelqu'un pour renforcer l'atelier tailleur. Et je suis arrivé, voilà. Et ça, bon, j'ai travaillé un petit peu dans cet atelier tailleur, jusqu'au moment où on m'a proposé de faire la fourrure, un atelier fourrure de prêt-à-porter. Et cette fourrure de prêt-à-porter, j'ai fait toutes les toiles. Je faisais les patrons, j'accompagnais les patrons jusqu'au lieu de fabrication et de production. Et un jour, quelqu'un a vu mes toiles, quelqu'un de la maison, pour ne pas la nommer, mais c'était Madame Félissa, qui était une grande première, qui avait travaillé chez Balenciaga. Ensuite, elle a travaillé pour Monsieur de Givenchy, et qui a dit au studio, écoutez, ne le laissez pas partir, il a beaucoup de talent. Et voilà, et je suis resté, bien sûr, j'avais pas l'intention de partir, mais ça s'est arrangé comme ça. Donc Félissa était mon bon ange. Donc je suis arrivé au rôle de premier d'atelier, où j'ai exprimé tout ce que j'avais envie d'exprimer techniquement, et de recevoir aussi tout ce que M. Saint-Laurent avait à exprimer, mais à m'envoyer, parce qu'il ne faisait pas juste un croquis pour nous le donner. Il fallait qu'on entre en fusion. Il avait des idées,
il avait l'expression, son croquis, qui, bon ça c'est la fameuse copie, mais qui est quand même très proche du vrai. Il fallait en fait attraper tout ce qui ne se voit pas, en fait, hein, sur un croquis. Ça doit nous évoquer techniquement les choses, et tu sais que t'es beau comme ça. Et faire en sorte que l'on exprime, voilà, tout à fait et complètement même, ce qu'il attendait de nous. Et merci. Déjà, Emmanuel, vous avez parlé, et merci beaucoup de votre présentation, parce que vous avez montré à nous une temporalité. Ça marche? Oui. Temporalité de la création. Est-ce que vous pouvez évoquer un peu ces passages dans votre perspective? Ouais. Comme ça passait, vous êtes convoqué après, vous montrez les dessins. Alors, c'était effectivement un retour de Marrakech, où on avait un étalage de croquis au sol sur la moquette du studio. Il y en avait partout, on ne pouvait plus marcher, mais c'était là, voilà, on voyait tout. Alors, bon, il y a des années où on avait des couleurs. D'un seul coup, toute la collection était là avec les couleurs. Je pense que Marrakech était très présent dans cette évocation des couleurs. Mais bon, il y en avait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on était à l'époque, enfin à une époque, on était à peu près 6 responsables d'atelier. Ça s'est réduit à 4, mais on avait le choix soi-même de prendre ce que l'on voulait, ou il destinait le dessin à quelqu'un bien précisément, sachant que cette personne allait l'exprimer avec une certaine façon. Chacun sa façon de travailler, chacun d'exprimer aussi. Donc, on retournait effectivement au studio avec nos croquis, et ce qui était le plus difficile en fait, parce que d'être encore sur des livraisons de clientes. Moi, j'ai fait 6 collections par an, et j'avais encore des collections en route qu'il fallait terminer. J'en avais pas terminé, que j'en commençais une autre, et j'avais des clientes. C'était, j'allais dire infernal, c'est pas le cas, mais c'était difficile à gérer, voilà. Et donc, mais on y est arrivé. Hein. Et voilà. Ce que je voulais dire à la suite de ça, c'est qu'il fallait se mettre dans la tête, il fallait le faire. Moi, je recevais mes croquis, et les choses étaient là encore présentes, et j'en avais plus envie. On n'a plus envie des choses quand elles sont terminées, on va dire. Elles sont toujours présentes, mais elles sont, pour moi, terminées. Et l'équipe, j'avais 25 personnes à ma disposition pour faire et les toiles et les vêtements. Un atelier, je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est, quel que soit le métier, ça caquette toute la journée, pour avoir du silence et pour se recueillir. Et moi, je restais le soir, j'attendais que tout le monde s'en aille. Et je restais à des heures qui étaient souvent assez tardives, mais au moins j'avais la paix. Je vous le dis comme je le sentais. Hein. Mais j'étais totalement, moi, en recueillement sur ce que j'avais à faire, en tout cas. Et d'être seul dans mon atelier, j'avais toute la réflexion possible, tout l'espace, tout le temps. Ça m'accompagnait, je ne voyais même plus l'heure. Et à un moment donné, il fallait quand même que je rentre chez moi. Donc voilà. Mais une fois que les toiles sont terminées, elles sont faites, moi je faisais la toile, je faisais un calage. Ce qu'on appelle un calage, c'est de faire un vêtement en toile, mais tout épinglé. Mais techniquement, avec tous les sens qui sont recueillis, nécessaires en tout cas. Quand je dis les sens, vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y a un droit fil, lisière, droit fil travers, lisière, travers, et entre les deux, on a le biais qui vient des fois qu'on travaille un petit peu ce qu'on a envie de faire, ou qui nous aide des fois à faire d'autres choses, à approcher d'autres choses. Et c'est essentiel, quoi, ce travail
Et j'ai réépinglé en fait toute ma toile une fois que j'avais fait un réglage au crayon. C'est pour ça que vous voyez toujours... on les voit les traces de fusain. Toujours des traces de crayon qui sont restées jusqu'au bout, et l'assemblage se fait avec ces traces de crayon, et je donnais ma toile à quelqu'un en particulier qui avait certainement les mains libres d'un seul coup, et qui réalisait la toile, la montait, la piquait, et lui donnait cette allure que je dirais parfaite. Donc, une fois que toutes ces toiles sont réalisées, on ne les fait pas toutes d'un coup, d'un trait, comme ça, en disant on va tout lui montrer d'un seul coup. Et on fait par étapes, en fait. Il y a des moments comme ça, on se dit on va montrer ça plus qu'autre chose. On va faire en sorte que, puisqu'on commence une collection, on va faire le jour, on va faire en sorte qu'il s'installe, lui, dans sa progression, dans ce qu'il a pensé, imaginé, en tout cas. Et ça, c'est un vêtement de jour, évidemment, c'est un manteau, mais qui, lorsque je lui ai montré le manteau, ça lui a donné une idée. D'un seul coup, il a eu un flash, il m'a dit, mais si c'est formidable, vous allez refaire ce manteau plus court, c'est-à-dire un caban. Vous allez y mettre des revers de satin et ça va être un caban du soir, un caban, mais qui aura la même structure, c'est-à-dire la même configuration des lignes en tout cas, et en dessous de ce caban, il a dessiné un petit t-shirt, manche courte, mais truffé de perles de jade et d'éléments qui font que c'est devenu un bijou quasiment. Et un pantalon en grain de poudre noir, un peu large, qui d'un seul coup lui donnait sa chouette un peu, hein. Cette allure du soir. Est-ce que je développe un peu plus? Oui. Donc voilà ce vêtement, je vais peut-être me lever. Cette toile. Bon, vous voyez, par rapport au croquis, il a fallu imaginer quand même que cette femme avait une taille assez marquée. Mais pas seulement. Donc il a fallu travailler un petit peu le volume du bas et garder une certaine comment dire, structure, mais une taille très marquée, sans qu'il y ait d'encombrement en tout cas. Donc la manche est une manche de manteau assez généreuse, où l'on peut y mettre dessous des choses, et le dos, voilà, avec une martingale, et on resserre la largeur du dos, qui est presque droit fil, avec ces deux plis boutonnés qui tiennent la martingale. Ça prend combien de temps de faire une toile comme ça? Une toile, c'est déjà dans les mains du premier d'atelier où ça prend des fois très peu de temps, comme ça peut prendre un certain temps, on va dire. Mais moi, j'ai souvent laissé les toiles de côté en disant « moi, je n'y arrive pas aujourd'hui. J'attends demain, mais je dormais avec mes toiles. » Je veux dire que ça circulait dedans. Mais souvent, le lendemain, on trouve une solution, quoi. Donc, l'intérêt des vêtements de M. Saint-Laurent, c'était d'avoir toujours des épaules, comme vous les voyez. On accompagnait les montages de manches avec ce pli qui se forme tout seul. Bon, on peut lever le bras ou l'emmener vers l'avant. On a des épaulettes, ça, on a toujours eu des épaulettes chez Saint-Laurent. Et ce qui est intéressant et surtout primordial pour lui, c'est ce corps. Ce corps qu'il a toujours mis en valeur, il a toujours pensé que le corps d'une femme, ça devait être sublimé, en tout cas. Vous êtes d'accord? Non, mais c'est vrai que
il a toujours voulu, en fait, que quand une femme porte un de ses vêtements, elle soit la plus belle. Donc voilà la chose, le départ. Et toutes nos toiles, on les faisait de façon à représenter un vrai vêtement, en fait. Le vrai vêtement, fini, piqué, il les a toujours vus comme ça. Ensuite, vous avez la réalisation en tissu. Qu'est-ce que j'ai derrière, pardon. Merci, Marco. Qui a été fait dans un tissu qui correspond vraiment à ce qu'on utilise pour faire du manteau. Et vous retrouvez tous les détails de la toile, tout y est. C'est un copier-coller de la toile. Donc vous allez voir un petit peu. Et comme je le disais tout à l'heure, les sens des tissus sont indispensables de respecter. Ou on les respecte, ou on les bouscule. Alors, on peut les bousculer pour faire des choses qui... Bon, l'idée qu'on peut avoir d'un vêtement, et ce qu'on en attend en tout cas, c'est de trouver le sens, de trouver la manière dont on va réaliser ce vêtement. Donc là, c'est un manteau où tous les sens sont, vous les voyez sur la toile plus peut-être, mais qui sont respectés dans ce qu'ils sont dans un tissu en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, par exemple? Monsieur Petit. Vous pourriez nous montrer la doublure, s'il te plaît? Oui, Michel est un de mes amis depuis 50 ans. Ça ne me rajeunit pas. Et Michel a été apprenti dans cette maison. Donc, la doublure. Voilà la doublure qui est à satin, une duchesse. J'ai une question par rapport à la griffe et au bouton. À quel moment a été posée la griffe à l'arrière et le boutonnage? Alors, le boutonnage est cousu avant la griffe. Ouais. Et la griffe, c'est vraiment la veille, le vêtement s'en va au lieu de présentation. Donc c'était posé à l'atelier d'ailleurs, dans votre atelier Oui, bien sûr, dans tous les ateliers. En fait, dans un premier temps, la griffe, c'est une... Est-ce qu'il y est toujours? J'imagine. Oui, en fait, c'est un bol d'huile blanc. À la manutention, il y avait des tampons avec notre nom à l'atelier. Et c'était à nous de compléter, de mettre le numéro de passage. L'atelier donc était mentionné, et le nom du mannequin sur cette griffe. Je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est porté par Esther Cañadas, et c'était l'hiver 99. Et c'est le passage numéro 2. L'atelier, voilà. Oui. Et donc, est-ce que quelqu'un, il y a des jeunes gens, je vois, qui ont peut-être des choses à me demander, non? Oh là là, ils sont bien. Moi, j'ai une question. Entre la toile et, oui, on va dire, le modèle complètement définitif, il y avait, j'imagine, pas mal d'allers-retours, ou ça pouvait être... ça dépend. Ça dépendait, en fait. Hein. Bon, le manteau, là, il ne l'a plus eu tout de suite, j'ai eu aucune retouche. Il était ravi. C'était au-delà de ce qu'il espérait. Mais il faisait beaucoup de compliments. Hein. Il faisait des compliments. Il vous encourageait beaucoup. Hein. Oui, à travers ce qu'on sait, c'est que... Si vous voulez avoir cette action... non, mais je plaisante beaucoup. Il était toujours très respectueux. Il était très respectueux. Hein. Très, très respectueux. Non, en fait,
bon, ça pouvait effectivement être l'occasion de revoir certains modèles et de dire, bon là vous allez me retravailler, je ne sais pas, le montage des manches, ou le détail, je ne sais plus, hein, il y a des choses, mais il y a eu beaucoup de choses où c'était ok du premier coup, et il était aux anges. C'est une question par rapport aux références sur les griffes en fait. Est-ce qu'il y a une certaine, je vais poser la question simple. Est-ce que la référence sur les livres, c'est toujours la même qui est sur les dessins? Est-ce qu'on rajoute après, une fois le vêtement terminé, est-ce qu'on rajoute la référence sur les dessins? Ou sur les dessins, c'est plutôt les passages? Tout est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'affiche de la Bible est notée d'une certaine façon, on retrouve les mêmes choses sur la griffe modèle. Sinon, on s'en sort plus. Ça, c'est que pour les prototypes. Pour les modèles clients, c'est pas le même numéro. Ah, les clientes, non. Les clientes ont une griffe différente. La griffe Saint-Laurent, en satin, blanc, brodé noir, que là, nous posons aussi, au dernier moment, avant de descendre à l'emballage. Et c'est vraiment la dernière chose qui est appliquée sur ce vêtement. Il y a un numéro d'immatriculation sur chaque griffe. Et chaque griffe, merci Michel, un numéro de fiche, parce que les fiches sont enregistrées pour la chambre syndicale de la couture. C'est-à-dire que chaque vêtement qui sort de la maison est enregistré et il faut savoir à qui s'adresser ce vêtement en fait. Qui s'occupait de ce genre de choses à l'atelier? Il y avait quelqu'un en manutention, la chef de manutention, qui s'occupait des fiches pour tout ce qui est entré en fabrication, tout ce dont nous avons eu besoin pour faire les vêtements, tout est noté. Donc après, ça servait aussi à calculer le prix du vêtement. Et la dernière chose que cette personne faisait, c'était de nous y apposer sur cette fiche la griffe définitive. Voilà. Mais je vous en prie. Ah, quand même. J'ai une question plutôt ouverte. C'était comment de travailler avec M. Saint-Laurent? Combien? C'était comment de travailler au Ah ouais, c'était... Moi, j'ai passé 30 ans avec lui sans voir le temps passer. Wow. Et il a 13 et sans voir le temps passer. Non, mais moi, je me suis retrouvé à l'âge de 50 ans, au moment où la haute couture a fermé. J'ai pas vu le temps passer. Je me suis dit, j'ai 50 balais et qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est un peu la question, mais c'était vraiment la question. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je voulais pas travailler avec qui que ce soit d'autre. Donc je suis parti. Je ne vis plus à Paris. Quelqu'un d'autre? Ah, la directrice de ce musée. Non, vous disiez en introduction que le rythme était intense, notamment parce que vous aviez donc les collections à créer et aussi votre lien avec les clientes. Oui. Et alors, comment ça se passait ça? Comment vous organisiez justement ces moments un peu privilégiés avec elles? Ça se passait où? Vous aviez des moments de rendez-vous? Enfin, comment ça? Ah oui, ça valait bien avoir des moments de rendez-vous. Pas passer à l'improviste. Non, mais en fait, bon, c'était très organisé. Il y avait des vendeuses. Chaque vendeuse avait un panel de clientes. Et on distribuait, disons, les clientes à chaque première aussi. Et nous étions en charge de nous en occuper, de prendre les mensurations, de voir avec elles aussi ce qu'elles attendaient de nous, parce que nos vendeuses, je ne vais pas les critiquer, mais elles ne sont pas toujours très proches de leurs clientes. Elles sont plus proches de la personne qui va les habiller. Donc, cette façon de faire, c'était ça, c'était d'organiser des rendez-vous, d'avoir du travail à l'atelier, et de faire en sorte que tout s'enchaîne, en fait, parce que c'est l'organisation. Bon, moi, j'ai toujours été très organisé sur ce que j'avais comme charge de travail, que ce soit les collections et les essayages de clientes. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est peut-être pour ça que j'ai pas vu le temps passer aussi.
Et les délais de fabrication, on promettait quel type de délai à une cliente? Enfin, ça pouvait être... Il y avait souvent des clientes qui habitaient l'étranger. Donc à partir du moment où elles retournaient dans leur maison à l'étranger, elles tenaient un rendez-vous sur leur prochain passage à Paris. Donc c'était un petit peu comme ça. On avait des délais un petit peu élastiques, quoi, où les femmes revenaient et au bout d'un certain temps, ça pouvait être un mois ou 2 mois, voire même, j'ai vu beaucoup plus longtemps. Ça dépendait de leur voyage, en fait. Et donc c'est pour ces femmes que vous gardiez les bustes comme ça? Alors, oui, nous faisions... de toute façon, il fallait le faire. Parce qu'au départ, pour faire une toile qui corresponde à peu près à cette toile-là, qui devait être, admettons qu'une cliente choisisse ce manteau, il fallait que j'ai un mannequin qui corresponde à ces mensurations, et que d'un mannequin classique d'une taille X, il fallait faire en sorte que ce mannequin ressemble au maximum à la personne. C'est pour ça qu'on ne la passe au microscope. La première fois qu'on la voit, on prend des mesures de partout, on l'observe beaucoup. S'il y a des particularités sur son corps, on a intérêt à faire attention à ça et le noter. Parce que le mannequin va nous servir énormément. Il faut que le travail commence pour ses clientes, comme on a commencé les modèles d'une collection. Pareil. Est-ce qu'on a un nombre limité de reproductions de... Non. Non, ça, jamais ça n'était... Non. Est-ce qu'il arrivait que certaines clientes modifient les modèles? Elles n'étaient pas censées de pouvoir le faire, en tout cas. Elles n'étaient pas censées, mais est-ce que ça pouvait arriver? Non. Justement pour des questions... Non, parce que bon, ça, c'est une question qui regardait exclusivement M. Saint-Laurent. On pouvait peut-être lui poser cette question sans pour autant qu'il soit d'accord. Non, ça, il n'était pas du tout d'accord, c'était sa collection, et il fallait en rester là, quoi. Non, ça pouvait être des boutons, à la limite, quelque chose comme ça, mais pas changer la forme d'un vêtement, ou... Non, pas question. Est-ce que vous aviez des demandes de haute couture, de modèles qui pouvaient... être impensable par rapport au corps de la cliente? Est-ce qu'on vous a demandé des choses moulantes et la personne ne pouvait pas être nue? Quelque chose me dit qu'elle pouvait s'en rendre compte elle-même. Non, mais parce que c'est terrible. On se retrouve évidemment avec une personne qui a un corps surchargé. Mais ça, c'est le travail évidemment aussi de la vendeuse. C'est de déconseiller. C'est pas de lui dire, madame, vous êtes un peu grosse quand même. Dire, ah non, je ne vous vois pas dedans. Enfin, je préférerais que vous choisissiez autre chose, par exemple. Ceci. Les vendeuses devaient, avant de recevoir leurs clientes, faire un choix. Un choix dans la collection. Connaissant leurs clientes, et ne surtout pas les emmener sur quelque chose qu'ils ne regrettent pas. Donc c'était déjà une interdiction, quelque part, de se projeter dans un vêtement qui n'irait pas. Donc après, c'est vrai que c'est surtout au niveau des robes du soir où ces dames avaient des penchants assez particuliers. Mais là, je vais parler pour mes consoeurs du flou. Il y avait un travail au préalable avant de faire la robe, c'était de faire quelque chose qui allait, on va dire, gainer la dame. C'était qu'on faisait souvent pas un corset, mais comme un body, quelque chose mais avec des baleines aussi, mais dans des tissus un peu élastiques. Et déjà, elles s'en trouvaient un peu mieux quand même. Non, parce que faire une robe en mousseline drapée sur une dame qui, évidemment, n'engage pas à ça, c'était un peu... Mais bon, certaines sont parties avec. Il ne faut pas non plus décevoir tout le monde.
Est-ce que vous vous souvenez des modèles qui n'ont pas été commercialisés dans notre couture, qui étaient présentés uniquement pour l'image de la maison, mais pas forcément pour... Non, il y a des modèles qui n'ont pas été vendus par choix, c'est-à-dire que les femmes n'en ont pas voulu, mais on les a fait pour... Le choix de Yves Saint Laurent, enfin de M. Yves Saint Laurent. Ça n'a pas été choisi, donc c'est resté dans la maison, souvent c'est resté au musée. Il y a eu beaucoup de choses comme ça déjà qui sont restées dans la maison. Alors. Vous aviez beaucoup d'influence auprès de M. Saint-Laurent, vous pouviez suggérer des choses, demander des modifications. Et en fait, oui, on se parlait, quand même, je disais quelques mots de temps en temps. Non, ça se produisait souvent au moment du choix du tissu. Alors, bon, là, c'était évident, parce que je pense qu'il avait déjà vu son tissu avant de me le donner. Mais faire un tailleur, faire une robe, c'était aussi un choix qu'il fallait partager. Un tailleur dans un tissu trop fin, il faut le barder de toile. Moi je lui disais, bon ça c'est pas possible. Et une robe du soir dans un tissu qui n'est pas suffisamment flou, c'est pas beau, le résultat n'est pas beau. De toute façon, on l'a fait des fois, de faire les vêtements dans les tissus qu'il avait choisis pour lui montrer que c'était pas terrible. Mais bon. Non, mais bon, c'est un échange de faire une collection et de travailler notamment avec lui. Moi, j'ai jamais travaillé avec qui que ce soit d'autre, de cette façon-là en tout cas, et c'était un partage, c'était quelque chose qu'on recevait de toute façon. Ne serait-ce que le trait du crayon nous amenait à certaines réflexions, certaines choses où nous-mêmes nous travaillons sur la réalisation, mais dans notre tête, où toute la liberté que nous pouvions avoir de réalisation nous impliquait aussi dans la réflexion de qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule, pas une formule magique, mais en tout cas pour arriver à faire que ce vêtement existe tel qu'il a envie de le voir. Et c'était une fusion, c'était quelque chose de particulier, c'était une vraie relation. Une chose personnelle ou pas? Non, cette fois-ci, non. Un peu plus sur votre carrière. Quand vous êtes rentré chez Saint-Laurent, c'était pour l'atelier tailleur. Qu'est-ce qui vous a fait aller sur le flou? Parce que vous avez fait les deux, si j'ai bien compris. J'ai fait du flou, oui. Ok. Oui. C'était le choix. Parce qu'il aimait ma façon de faire le flou. D'accord. Donc il vous a demandé de passer sur le flou. Ça s'est fait tout seul. D'accord, naturellement. Parce qu'en fait, bon, je vous explique, on vous donne du tailleur à faire. Il y a souvent quelque chose dessous sur le croquis. Donc, souvent, on aperçoit un trait, c'est l'encolure de quelque chose. Et en dessous, ou c'est un pantalon, ou c'est une jupe. Alors, les jupes, c'était très compliqué de demander à une consoeur du flou, alors qu'elle était en train de faire ses drapés, de me faire une jupe. J'ai dit, bon, moi, ça, je veux plus, ça. Je fais mes jupes, je fais mes chemisiers. Donc, c'est venu progressivement comme ça. Et après, j'ai fait du soir, du flou soir. Et c'était des robes longues, enfin, c'était du soir. Et c'est venu tout simplement. Dans la création de Saint-Laurent, il y a beaucoup de vestes qui sont brodées. Donc je me demandais quel était le processus par rapport à des grandes maisons comme celle de François Lesage. Est-ce que d'abord la veste était réalisée par l'atelier tailleur, et puis la broderie arrivait à quel temps? Si vous pouvez nous en dire plus. En fait, bon, Monsieur Lesage était déjà en recherche. Il avait déjà des dessins que M. Saint-Laurent lui donnait, lui disant, voilà, j'aimerais que vous me travailliez sur tel thème, j'ai fait des dessins, vous allez me faire des échantillons. Et nous, dans les ateliers, nous préparions non pas une toile, mais un organza. C'est-à-dire l'équivalent, mais en organza. Et c'est cet organza qui était après retravaillé chez M. Lesage. Alors, le vêtement en organza était complètement démonté, parce qu'on lui présentait piqué, comme un vrai vêtement. Et cet organza a été démonté, remis complètement à plat, et fixé sur un cadre en toile de coton. La toile de coton, c'est ça.
Donc, tu l'équerrais. Pas... Tu l'équerrais quand tu le mettais sur la toile. Oui, monsieur Michel. Donc, équerrer, ça partait. Mais il fallait renoter tout, évidemment, l'atelier, le numéro du modèle, et ce que c'était. Chaque pièce, chaque morceau du modèle, il fallait savoir ce que c'était, parce que bon, on a beau voir passer des choses démontées, et se dire, tiens, ça doit être ou un col, ou un dos, ou un devant, il fallait donner des précisions. Donc, ça partait chez Monsieur Le Sage, et là, c'était des heures et des heures et des heures, évidemment, de broderie, et qu'on l'avait souvent en retour très tardivement. Très tardivement, voire peut-être la veille au soir de la présentation. Mais tout ce qui était broderie, c'était terrible pour ça. Et ben, voilà, c'est ce que j'ai répondu. Quels sont... il y a un autre monsieur. Oui. Désolé, il était un peu... Régis, Oui. J'ai deux questions. Oui. Le Duffelcoat de Gazard, qui était en hommage à Rita Hayworth, c'est dans un atelier tailleur ou dans un atelier flou que c'est fait? Duffelcoat, c'est tailleur. Même en Gazard. Même en Gazard. Et à quel moment, qui décide que ça va être du Gazard? C'est M. Saint-Laurent ou c'est le premier? C'est M. Saint-Laurent qui décide Et vous toujours. réagissez comment quand on vous demande de faire un Duffelcoat en Gazard? On respire fort. Et on me dit oui, bien sûr, monsieur. Donc, non, mais il faut le faire, le Gazard. Oui. Non, mais on a fait beaucoup de choses en Gazard au tailleur. Toujours. Je me souviens avoir fait c'était un petit impair rose pour la publicité du parfum Paris. Et j'avais fait le petit imperméable rose en Gazard. Voilà. Une autre question, Régis? Oui, la deuxième question. Excusez-moi. Pardon, madame. Ah non, allez-y, vous avez la main. Comment, au bout de 30 ans, on arrive encore à se surprendre l'un l'autre? Ben, je crois qu'on se surprend toujours quand c'est comme un couple, hein, c'est pareil. On se surprend, mais on vit toujours ensemble. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui s'installe. Oui, il y a une relation. En tout cas, moi, je sais qu'il y avait beaucoup de tendresse entre M. Saint-Laurent et moi-même, mais parce qu'il avait de la tendresse pour moi. Mais voilà, c'était peut-être la raison de se surprendre aussi, de voir aussi ce que sont les choses de l'existence et de ce métier. Pourquoi ils nous ont accompagnés tellement longtemps? Mais même quand vous n'y êtes plus, vous accompagnez. Il est toujours présent. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Il y a toujours quelque chose qui me ramène à lui, c'est incroyable. Il n'y avait pas que la Maison Le Sage qui brodait. Non. Et en fonction de quoi il décidait de faire travailler telle maison ou telle autre? C'était par rapport à une main, par rapport à un savoir Il savait qu'avec la Maison Le Sage, il allait avoir les broderies les plus incroyables, les plus luxueuses, parce que monsieur, je sais pas, tout le monde a certainement vu les tournesols. De près, c'est un travail incroyable. Il y a des rubans qui passent dans la broderie, il y a tout un tas de choses, d'éléments qui viennent s'entrechoquer, et c'est ce qui donne cette impression on voit le tableau. On voit le tableau de... Que donnait-il à monsieur le marié? Le marié, c'était un plumassier. Oui, mais c'était le seul plumassier, de toute façon, de Paris, mais il travaillait extrêmement bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec monsieur le marié. Des plumes. Ah, mais des grands manteaux, la plupart des grands manteaux que vous avez pu voir, grands manteaux du soir, avec beaucoup d'aisance, c'est moi qui les ai faits.
Enfin, je veux dire, c'est un autre travail que le travail du tailleur, mais c'est quelque chose aussi à quoi on a envie de toucher, puisque toucher du tailleur, c'est une chose, mais toucher des choses différentes, comme le gazard, comme les plumes, ça nous éveille sur d'autres éléments et d'autres envies. C'est pour ça que je suis arrivé au flou, parce que j'avais envie de toucher à autre chose aussi. Donc, pour parler de monsieur Le Sage, il avait fait un échantillon pour la cape, une cape, l'Ariade de Bach. C'est tout juste, il ne va pas jeter à la figure. Tellement il trouvait ça pas bien vu, pas bien interprété. Moi, j'arrive avec mes gros sabots, avec ma cape, le dessin derrière, dans le dos. C'est ça, mais appelez Monsieur Le Sage. Donc voilà comment cette cape a été vue par mes propres yeux, mais qui étaient les siens d'une certaine façon, puisque c'était une reproduction par rapport à son croquis que j'avais fait sans vouloir passer au-dessus de Monsieur Le Sage, que j'adorais. Bonsoir, je voudrais rebondir là-dessus. C'est vous qui dessiniez au feutre ou c'était lui? Oui. Sur les toiles? Les toiles, c'était du fusain, on pouvait y incruster aussi des thermocollants noirs pour remplir. Ouais. Mais est-ce que lui dessinait sur la toile? Non, il pouvait lui arriver de dessiner sur la toile, d'y ajouter quelque chose. C'était quand même sa propriété, en fait. Chaque toile était un de ses modèles. Mais pour lui montrer, il était évident que je n'allais pas lui montrer, moi, une toile vierge sans avoir le motif prévu au départ. Donc je l'ai fait, voilà. Mais tous les ateliers ont fait ça, en fait. L'expression, fusain, crayon et autres éléments, ça a toujours été notre expression. Il y a d'autres questions. Vous avez travaillé la fourrure? Oui. Et le cuir également? Oui. Comment c'était? Alors, le cuir, en fait, c'est presque comme un tissu, hein, le cuir. On le prépare de la même façon, on le pique de la même façon, on le colle, ce qu'on ne fait pas dans le tissu. Pardon? Tu colles pas réellement. Non. Tu colles pas réellement, tu mets une espèce de vue qui peut se... Oui, moi je vous dis coller, mais vous... Je suis désolé. Non, on colle certaines parties, évidemment, d'un vêtement, on ne colle pas. Ce sont des éléments, on va coller la pliure d'un ourlet, on va coller les coutures, parce qu'on veut qu'elles restent en place. Ce sont des petites interventions collées de cette façon-là. Quant à la fourrure, eh bien, la fourrure, c'est un petit peu compliqué à travailler, quoi. La fourrure, déjà, au départ, elle est travaillée d'une certaine façon. C'est pas moi qui le fais. Pardon. Et la fourrure partait toujours à l'extérieur chez un fourreur qui travaillait les peaux. Les peaux sont toujours travaillées d'une façon, elles ne sont pas pleine peau, comme on dit. Pleine peau, c'est la peau, on n'y touche pas, on assemble, et voilà, on met un manteau qui fait 20 kilos. Excusez-moi. C'est mon chat habituel. Mais les peaux sont travaillées, on les allonge en fait. On fait en sorte qu'elles deviennent plus légères. Alors ça peut être travaillé avec des bandes, les intercaler, ces bandes de fourrure, avec des bandes de cuir, ce qui va faire en sorte qu'au résultat extérieur,
on va avoir toujours la fourrure, le poil, et qu'à l'intérieur, on aura ce travail visible qui ne se verra pas sur l'endroit. Et là, on a une chose à éléger. Donc après, moi, je reçois la fourrure et je la monte sur un vêtement. Donc, c'est plus ou moins facile, on va dire qu'on a toujours des petites différences par rapport à ce qui est parti, ce qui revient, ce qu'on a prévu, en tout cas. Quelle était la plus difficile à travailler? Pardon? Quelle était la fourrure la plus difficile à travailler? C'est celle qui rejette le plus de poils, en fait, puisque c'est elle qui va nous ennuyer le plus. Un poil ras, vous aurez la fourrure qui ne bougera pas, restera à l'endroit, et vous aurez juste le petit extrafort qui borde, sur lequel vous allez vous accrocher pour le coudre autour du vêtement. Merci. Je voulais juste faire une question aussi à Emmanuel, parce que j'ai trouvé votre présentation très importante. Et peut-être, tous les deux, vous avez évoqué la Bible. Oui. Et les très connus, des experts, mais aussi il y a des personnes peut-être qui ne connaissent pas, et ça commence, c'est quoi la Bible? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, de votre côté, et aussi de côté patrimonial? Parce que je trouve que c'est un... Alors en fait, quand on fait une collection, que l'on passe au studio, avec nos toiles, nos tissus, devant M. Saint-Laurent, il y a une script girl, en fait, quelqu'un qui écrit tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, tous les éléments rapportés, et sur cette fiche cartonnée, c'est dommage qu'on n'en ait pas une, mais vous l'avez, ça. Et ça va être gardé dans un classeur. Les classeurs, vous savez, ces classeurs qui sont très épais, parce que chaque fiche cartonnée, là c'est une fourrure, donc on n'a pas mis d'échantillon, mais tous les vêtements, il va y avoir les échantillons qui interviennent dans la fabrication jusqu'à la doublure. Quand on pouvait le faire, on y mettait les moutons, mais bon, ça prend une certaine place. Et cette Bible, elle va être terminée le dernier jour. Il va y avoir toutes les références et aussi les références qui vont arriver à la chambre syndicale de la haute couture, de façon à ce que ce soit répertorié et qu'on ait la ressource tout au moins déjà de retourner en arrière sur les choses. Est-ce que vous pouvez aussi parler à un contexte plus général des musées des modes et l'importance de ces matériaux? Non, mais pour revenir sur la fiche d'atelier, c'est vrai aussi, c'est l'outil de référence. C'est ça, à la fois pour aussi la production. Donc c'est essentiel. Oui. D'où ce nom. Par rapport aux autres maisons de couture, on peut dire que vraiment Yves Saint-Laurent, il a été bien sûr inspiré dans sa formation par Christian Dior, qui avait déjà conçu au départ un processus pas aussi élaboré, mais que évidemment Yves Saint-Laurent va reprendre à son compte, développer, et c'est un ensemble tout à fait exceptionnel de ce point de vue-là. Les autres couturiers n'ont pas ce processus aussi élaboré. Ils n'en ont pas eu conscience, je pense. Prendre conscience qu'il faut laisser... prendre conscience qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un témoignage de son passage sur Terre. On ne l'aura pas tous, mais en ce qui concerne ce métier, qui est quand même un métier d'art, où il y a énormément d'expression artistique, il faut laisser des traces de ça. Mais les autres maisons ne se sont pas rendues compte, pas aussi rapidement que la maison Saint-Laurent, que c'était essentiel en tout cas, parce que tout le travail qu'on fait, ces maisons, au même moment, un jour lointain, on va faire quelque chose, on va réunir tout le monde, on va dire, c'était chouette à cette époque-là, il y avait des belles choses quand même, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on pourrait se le dire déjà maintenant, en ce moment. Je regardais dans la rue, j'étais épouvanté, mais on se dit qu'il n'y a plus aucune influence
actuellement sur les gens de la rue, c'est ce que nous avons fait, nous en tout cas, pendant toutes ces années. Alors, il faut ce témoignage-là, c'est essentiel aussi. Je pense qu'il y a une dimension patrimoniale dont Pierre Berger, il a joué aussi son rôle, et Yves Saint-Laurent ont conscience très vite de la qualité des dessins de Yves Saint-Laurent, ils en prennent conscience, et aussi de les conserver. Cette dimension patrimoniale, elle apparaît assez vite quand on voit cette présence du M, la présence du musée. Très vite, ils vont avoir cette idée-là. Oui, bien sûr. Pierre Berger avait ramassé tous les dessins qui traînaient. Il était très scrupuleux de ce point de vue-là. Il faisait le ménage. Et donc, moindre petit dessin était conservé. Donc ça, je pense qu'on doit aussi à Pierre Berger. Et Anne-Marie Munoz aussi, qui était toujours là à regarder ce qui allait se faire, ce qui ne se ferait pas, ce qui ne se faisait pas. On gardait tout de même. On gardait dans une chemise, dans un tiroir. On les revoyait après, les dessins, on les retrouvait au prêt-à-porter. Oui, Marco. Oui, je suis désolé. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup vraiment pour votre contribution.